Salut, à Craig explorer ensemble ce que vous avez rassemblé sur les techniques énergétiques. Absolument peu, oui. On dirait que vous avez ouvert un vrai coffre au trésor. Acupuncture, Reiki, Qigong, yoga, même la chromothérapie. Oui, vos sources sont fascinantes. Plutôt que de tout survoler, on va essayer de décrypter ensemble ce que ces pratiques impliquent vraiment, d'où elles viennent et ce qu'elles pourraient vous apporter. Absolument, et c'est d'autant plus intéressant que vos sources ne se contentent pas d'un simple catalogue. On sent une vraie volonté d'explorer le concept d'énergie qui relie toutes ces pratiques. C'est vrai, on parle de manipuler l'énergie, équilibrer les énergies du corps, libérer un potentiel de guérison. Mais c'est assez vague, non? On dirait que le document suppose qu'on sait déjà de quelle énergie il s'agit. Exactement. C'est là que le bas blesse souvent. Avant de parler de technique, il faudrait peut-être s'arrêter un instant sur ce que signifie ce mot énergie dans ce contexte. D'ailleurs, vos recherches mentionnent-elles d'autres termes pour désigner cette force vitale? Kish prana, quelque chose comme ça. Ah, bonne question. J'avoue ne pas y avoir prêté attention. Ah oui. Mais vous avez raison, c'est important de préciser de quoi on parle. Si on prend l'exemple du Qigong que vous avez mentionné dans vos notes, on parle bien du Qi, cette énergie vitale qui circule dans le corps. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette notion de ki en Chine, on la retrouve sous d'autres formes dans différentes cultures à travers l'histoire. Les Indiens parlent de prana, les Japonais de ki. Chaque tradition a sa propre compréhension de cette force vitale. Donc si je comprends bien, quand on parle de technique énergétique, on parle de méthodes qui visent à influencer, à harmoniser cette énergie, quel que soit le nom qu'on lui donne. Tout à fait. Et c'est là que la diversité des techniques devient passionnante. C'est comme si chaque culture avait développé ses propres outils pour interagir avec cette énergie. Dans vos recherches, vous avez justement rassemblé un bel éventail de ces outils. Acupuncture, Reiki, chiropraxie, lithothérapie. On a même l'aromathérapie qui se glisse dans la liste. C'est assez inattendu, non? C'est très significatif. Cela montre bien que l'idée d'énergie imprègne de nombreux domaines, même ceux auxquels on ne pense pas forcément. Et regrouper ces pratiques traditionnellement distinctes suggère une vision holistique du bien-être, vous ne trouvez pas? Absolument. Plutôt que de traiter chaque symptôme isolément, on cherche à rééquilibrer l'ensemble du système énergétique. Un peu comme on le ferait avec un jardin, en quelque sorte. On s'assure que l'énergie circule bien partout pour que tout puisse pousser en harmonie. J'aime beaucoup cette analogie, et d'ailleurs, en parlant de jardin et d'harmonie, le Qigong que vous avez mentionné me semble un excellent exemple de cette approche globale. Ah, le Qigong. Vous aviez mentionné dans vos notes son ancienneté, plus de 5000 ans de pratique. C'est fascinant. Oui. On imagine des générations et des générations à cultiver cette énergie vitale. Et ce qui est passionnant avec le Qigong, c'est qu'il n'est pas resté figé dans le temps. Il a su s'adapter et se transmettre à travers les siècles, intégrant même des éléments d'autres courants de pensée, comme le taoïsme ou le bouddhisme. D'ailleurs, vos sources mentionnent un lien avec le confucianisme. Non. Oui, absolument. C'est assez étonnant de voir comment le Qigong a su tisser des liens avec ces différentes philosophies. Cela renforce l'idée qu'il ne s'agit pas juste d'une série d'exercices physiques, mais d'une pratique qui touche à la fois le corps et l'esprit. Exactement. Et c'est là que les exercices de respiration et les mouvements lents et fluides du Qigong entrent en jeu. Loin d'être une simple gymnastique, ces mouvements sont conçus pour faire circuler le Qi dans le corps, débloquer les points d'énergie stagnantes et ainsi améliorer le bien-être global. C'est un peu comme si le Qigong agissait comme un massage interne, en douceur et en profondeur à la fois. J'aime beaucoup cette image, Okosa. Et en parlant de pratiques douces et profondes, le yoga, que vous avez également inclus dans vos recherches, partage des points communs intéressants avec le Qigong. Ah oui, le yoga VPATO, ouais. On en entend beaucoup parler, mais j'avoue que je n'avais jamais fait le lien avec le Qigong. C'est vrai qu'il y a cette même recherche d'harmonie entre le corps et l'esprit. Tout à fait. Et tout comme le Qigong, le yoga propose une variété de styles et d'approches. Vous avez mentionné le Hatha Yoga, le Vinyasa, l'Ashtanga, le Yin, chacun avec ses spécificités et ses bienfaits. C'est vrai que face à une telle diversité, on peut se sentir un peu perdu. Par où commencer compte-vous? Lequel choisir? Avez-vous repéré des éléments dans vos recherches qui pourraient nous éclairer donc? Ce qui est intéressant, c'est que le choix du style dépend souvent des besoins et des aspirations de chacun. Si vous recherchez une pratique douce et introspective, le Yin Yoga, avec ses postures tenues longtemps, pourrait vous convenir. Si vous préférez une approche plus dynamique, le Vinyasa, avec ses enchaînements fluides, serait plus approprié. C'est un peu comme choisir un plat au restaurant, finalement. Tout dépend de nos envies et de notre appétit. Exactement. Et tout comme un bon repas,
Une pratique énergétique devrait nous nourrir en profondeur et nous procurer un sentiment de bien-être durable. En parlant de bien-être, la chromothérapie que vous avez également évoquée suscite ma curiosité. L'idée d'utiliser les couleurs pour influencer l'énergie est assez fascinante, vous ne trouvez pas? Absolument. C'est une approche qui peut sembler surprenante de prime abord, mais qui repose sur l'idée que chaque couleur possède une vibration énergétique particulière capable d'interagir avec notre propre champ énergétique. Un peu comme si on s'immergeait dans un bain de couleurs vibratoires, chacune ayant des effets spécifiques sur notre corps et notre esprit. C'est assez poétique comme vision, vous ne trouvez pas? En effet, et c'est peut-être ce qui la rend si intrigante. La chromothérapie, contrairement à d'autres techniques plus physiques, nous invite à un voyage intérieur, à explorer les subtilités de notre perception et de nos ressentis. Et justement, en parlant de voyage intérieur, la méditation que vous avez également soulevée joue un rôle essentiel dans la découverte et la compréhension de l'énergie. On en parle souvent comme d'une pratique pour calmer le mental, mais son impact sur notre énergie semble bien plus profond que cela. Absolument. La méditation, en calmant le flot incessant de nos pensées, nous permet d'accéder à une dimension plus subtile de notre être, là où l'énergie circule librement. C'est comme si on baissait le volume du mental pour mieux entendre la musique de notre énergie intérieure. J'aime beaucoup cette image. Et ce qui est fascinant, c'est que la méditation, tout comme les autres pratiques énergétiques que nous avons évoquées, offre une multitude d'approches. Vous avez raison. Dans mes recherches, j'ai vu des références à la méditation zen, vipassana, transcendantale. C'est quoi la différence entre toutes ces techniques? Est-ce que certaines sont plus puissantes que d'autres pour travailler avec l'énergie? C'est une excellente question. Plutôt que de parler de puissance, je dirais que chaque technique met l'accent sur un aspect particulier de la méditation. La méditation vipassana, par exemple, nous invite à observer nos sensations et nos pensées avec attention, sans jugement. Un peu comme un scientifique qui observerait le mouvement de l'énergie dans son propre laboratoire intérieur. Exactement. Mm. La méditation zen, quant à elle, met l'accent sur la pleine conscience du moment présent, ici et maintenant. Ce qui rejoint l'idée de se connecter à l'énergie vitale qui nous anime à chaque instant. Tout à fait. Et la méditation transcendantale utilise la répétition d'un mantra pour calmer le mental et atteindre un état de conscience profond. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas une meilleure technique de méditation. Tout dépend de ce que l'on cherche à développer, à explorer dans notre relation à l'énergie. Exactement. Et c'est peut-être là le message essentiel de toutes ces pratiques énergétiques que vous avez rassemblées. Il n'y a pas de solution unique, de recette miracle. L'important, c'est d'écouter ses propres besoins, son intuition, et de choisir les pratiques qui résonnent le plus avec notre être profond. En somme, se composer son propre menu énergétique. Exactement. Un peu comme on choisit les ingrédients qui nous font envie pour un bon repas. J'adore cette analogie. Ouais. Et tout comme un bon repas, une pratique énergétique choisie avec soin peut nous nourrir en profondeur, nous revitaliser et nous aider à nous épanouir pleinement. Un grand merci pour cette exploration passionnante. J'espère que cette plongée dans le monde des techniques énergétiques vous aura permis de mieux comprendre les liens subtils qui les unissent et surtout vous aura donné envie de poursuivre vos propres explorations. N'oubliez pas, la découverte de l'énergie est un voyage fascinant. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce voyage, vous l'avez déjà commencé.